Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2. Nous sommes mardi soir. Alexandre, bonjour Didier. Hello Alexandre. Nous sommes avec Jean-Marc Roder. Jean-Marc Roder qui avait enregistré cette émission. Nous la diffusons ce soir avec quelques agréments des discours de JFK. Tu as monté cette émission, Didier, et Jean-Marc Roder est avec nous pour répondre à vos questions. Et Jean-Marc a découvert la petite Paradis. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Tu as découvert Vanessa Paradis chantant une chanson sur Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy. Oui. Mais en fait, je me suis rappelé de la chanson, là, c'est plus joli d'ailleurs, soit dit en passant. Jean-Marc, tu as fait un exposé énorme. Un exposé de 2h30 sur JFK. Tu aurais pu faire un exposé qui dure 2 à 3 semaines sans t'arrêter de parler, je suppose. Oui, en condition d'avoir toutes mes notes avec moi, mais comme j'ai dû consulter pas loin de 120 000 documents gouvernementaux en 30 ans, ça représenterait beaucoup de docs sur la table. Mais ce genre de documents, on peut les trouver en cherchant bien, ou est-ce qu'il faut avoir des relations pour les avoir? Non, alors, par rapport à d'autres sujets qui sont abordés le mardi, pour Kennedy c'est beaucoup plus facile, parce que la totalité des documents, soit 900 000 documents, sont disponibles sur Internet, ce qui fait d'ailleurs que les sites Internet consacrés à Kennedy sont les plus gros du monde. Il n'y a pas plus gros. Alors je peux les rappeler si tu le souhaites. Oui, bien sûr. Bon, alors les sites où il y a le plus d'accès aux documents, c'est-à-dire qu'on a accès à la totalité des documents officiels sur Kennedy. Je dis bien tous, hein, mais c'est monstrueux. C'est JFK Assassination, donc assassination, disons en le prononçant à la française. Sinon, il y a aussi le Kennedy Assassination Records. Alors ça, c'est les documents de type écrit, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de très excitant si des gens cherchent des images ou des choses audiovisuelles. C'est vraiment des documents pour les pros, disons. Hein. C'est-à-dire que les gens qui veulent vraiment les documents originaux. Hein. Sinon, on a un très bon fonds documentaire qui est... un site qui a un nom bizarre qui s'appelle Larry, comme le prénom. Oui. Charbonneau, comme un nom français, c'est-à-dire CHARBO2NEAU. Oui. Apostrophe S, donc Charbonneau. JFK page. Voilà. Qui est aussi un truc très pointu. Et alors sinon, si on veut des sites beaucoup plus amusants, si je puis dire, c'est-à-dire beaucoup plus distrayants quand on les regarde, il faut prendre JFK Place. Si on veut tous les discours de Kennedy, il y a un site qui les contient qui s'appelle JFK Audio, tout simplement. D'accord. Et sinon, si l'on veut des analyses très fines, des différentes thèses, etc., bon, les plus folles comme les plus sérieuses, c'est The Grand Subversion. The, T-H-E, grand comme grand, subversion comme subversion. Donc ce sont les principaux sites sur lesquels on peut trouver des informations sur John Fitzgerald Kennedy. Et puis sinon, on a un site aussi qui est extrêmement complet, qui est un des plus gros enquêteurs sur Kennedy américain, qui s'appelle Vince Palamara. Vince, V-I-N-C-E, Palamara, P-A-L-A-M-A-R-A. Et puis bien entendu le site, moi je vous dis tout est payant dedans. Bon, c'est un site qui a des documents extraordinaires, mais je vous préviens, les 3 quarts sont payants. Donc carte de crédit dans le lecteur ad hoc quand on se branche. C'est le Sixth Floor Museum. D'accord. Voilà. Donc voilà pour les principaux sites. Oui, alors là vous avez tout. Hein. Oui, là on a tout. Même pas la peine d'aller au-delà. Combien de temps est-ce que tu as mis, Jean-Marc, pour réaliser ce que tu as fait dans notre studio il y a environ 2 semaines? 30 ans. 30 ans. Est-ce que par exemple ce que tu as fait, tu aurais pu le faire il y a 1 an ou 2 ans? Oui. Tu avais déjà les informations? Oui, c'est-à-dire que, par exemple, ce que beaucoup d'auteurs publient depuis à peu près 6 ans, je peux dire sans aucune forfanterie, vraiment, que j'avais pratiquement découvert tout ça, je dirais, à l'horizon 88-90. 1988-90. J'avais, je dirais, presque bouclé, et j'ai vraiment bouclé les derniers détails en 98. Et tu as vu... J'ai commencé en 1968. D'accord. Tu as commencé. C'est une passion en fait. C'est comme collectionner des boîtes d'allumettes ou des timbres. Exactement. Tout à fait. C'est ta passion. Oui, c'est ma passion. Je dirais c'est pour ça que je suis à la fois, je dirais presque triste et heureux de vous avoir fait cet enregistrement, parce que c'est un peu comme quand on sort son jardin secret. Oui. Voilà. Alors, Jean-Marc, cette émission sur John Fitzgerald Kennedy que tu nous as fait la gentillesse
de réaliser sur cette antenne. On peut la retrouver aussi dans le magazine Top Secret. Eh oui, il y a la version papier. La version papier qui est sortie aujourd'hui. Oui. Avec en même temps un CD qui regroupe toutes les images. Oui, alors bien sûr, le CD, je pense que tes auditeurs maintenant le savent bien, auditeurs du mardi, c'est-à-dire que pour des raisons vraiment pratiques, Rock a été obligé, je parle un peu en son nom puisque comme il doit être assez loin là, Rock au début mettait le CD avec le magazine. Malheureusement, il se trouve que les distributeurs de presse considéraient que c'était plus tout à fait de la presse dans ce cas-là. Et donc, il a été obligé de décaler le CD, c'est-à-dire que les gens sont bien obligés de l'acheter séparément. C'est pas du tout du mercantilisme, c'était ça ou ne plus pouvoir distribuer ce magazine. Et donc, sur ce CD, on peut trouver, là, tu as réussi à mettre dessus strictement tous les films, à part un, et on en reparlera un petit peu plus tard. Oui. À part un film, tu as réussi à mettre tous les films sur l'assassinat. Alors attention, entendons-nous bien. Pour les gens qui ont regardé la remarquable émission qu'a fait William Raymond, qui est le meilleur spécialiste français de Kennedy, ils auront vu plein d'images qui ne seront pas sur le CD. Mais ce n'est pas les images de l'assassinat lui-même. Quand je dis qu'il y a la totalité des images, c'est les images de l'assassinat lui-même. C'est-à-dire tout ce qui a été filmé sur Dealey Plaza. Par contre, il y a plein d'images qui ont été filmées dans le cortège, depuis l'aéroport, etc. Alors j'ai mis quand même un petit film du départ de l'aéroport, comme ça pour qu'on illustre bien le début de l'article, mais je veux dire, sinon j'ai mis la totalité des films, y compris ceux découverts après 98, comme le film de Paschal par exemple, Paschal, ça s'écrit P-A-S-H-A-2-L, je crois, ou C-H-A-2-L, je peux me tromper sur l'orthographe, ou des films comme ça, il y en a à peu près 5 qui sont totalement inédits, les autres étaient déjà connus mais rarement vus par les gens. Et alors j'ai voulu faire vraiment une compilation complète de tous les films disponibles sur la partie assassinat. Mais c'est assez impressionnant. Il y en a une, tu l'as regardé, je crois. Oui, j'ai regardé. Il y en a pas mal quand même. Hein. J'ai bien regardé, j'ai beaucoup aimé ton explication dans ce documentaire, je vais l'appeler comme ça, concernant ce film subtilisé par le FBI. Le film de Zapruder, oui. Tout à fait. Le plus connu. Le plus connu, qui a été acheté par Life à un prix complètement incroyable, $12,000 la seconde, je crois. $14,000. 14 000. Donc le film de Zapruder, repris par le FBI, emmené dans un centre de retraitement d'Iapo, retraité immédiatement, on l'a flouté, on a enlevé des passages, et il a été rendu à Zapruder, qui en toute bonne foi l'avait confié aux autorités. Alors il faut préciser que tous les autres films, par exemple le film de Orville Nix, qui est donc un film qui montre à peu près la même chose que Zapruder, mais pris de l'autre côté de la rue, donc sur l'angle opposé en quelque sorte, a été trafiqué de la même manière, c'est-à-dire qu'on a complètement noirci le fond, en particulier quand on voit passer la palissade, la fameuse palissade qui a été peut-être expliquée là bien dans l'émission de radio, et ils l'ont tout simplement noirci pour qu'on voit rien. Mais c'est incroyable quand on trace l'histoire. Mais ça, ils l'ont fait après. J'ai parlé de celui de Zapruder parce que ça a été fait vraiment dans l'urgence, tout de suite, le soir même de l'assassinat. Par contre, le film d'Orville Nix, lui, a été trafiqué des semaines ou des mois après, je ne sais plus. Là, je dis franchement, parce que là, il y aurait peut-être d'ailleurs une enquête fine à faire pour compléter les détails, mais enfin, il a été trafiqué, disons, grosso modo, dans les semaines et mois suivants. Mais c'est assez étonnant quand même, Jean-Marc Roder. D'ailleurs, je rappelle aux auditeurs que s'ils le souhaitent, ils peuvent intervenir pour poser des questions. S'il y a des passages qu'ils n'ont pas saisis, le 08 92 23 95 20, 34 centimes la minute, 08 92 23 95 20. Ce qui est assez étonnant dans cet assassinat, Jean-Marc, c'est que on peut voir des protagonistes sortir d'une camionnette avec carrément le fusil, la carabine emballée dans un sac. Ils ont été vus par de nombreux témoins. On dirait que ça a été fait au vu et au su de tout le monde, et c'est assez impressionnant d'entendre un grand nombre de personnes dire oui, j'ai vu telle personne descendre avec une carabine. C'est ce qu'on voit dans le film d'Oliver Stone aussi. Oui, qui le montre très bien d'ailleurs. Il l'a reconstitué minutieusement. Il est incroyable ce crime d'État. Oui, mais c'est normal, parce que en fait, ce que montrait d'ailleurs le film JFK, parce que JFK donc reproduit, je le rappelle pour les gens qui veulent une situation du contexte important, le film JFK d'Oliver Stone donc reprend dans les moindres détails non pas la totalité de l'affaire Kennedy, mais ce qu'en a découvert le procureur de la Nouvelle-Orléans, Jim Garrison, qui a en quelque sorte, je dirais, découvert, disons, 30 à 40% de l'affaire, mais il y a 60% qui lui échappait à l'époque. Donc le film de JFK étant une chronique exacte de l'enquête de Garrison, ne montre donc que 30 à 40% de l'affaire. Ce qui explique pourquoi, par exemple, dans l'émission de ce soir,
les gens qui ont vu le film JFK ont été peut-être surpris parce qu'ils ont dit il y a plein d'autres éléments qu'on n'avait pas vus dans le film. Mais c'est normal. Oliver Stone, je pense, les connaissait pour la plupart, mais lui, il avait fait un film sur l'enquête de Jim Garrison. Et Jim Garrison, en 67-68, ne connaissait que ce qu'on voit dans le film. Et alors, effectivement, pourquoi les gens pouvaient se montrer au grand jour? Parce qu'il ne faut pas oublier que les forces militaires qui devaient normalement couvrir la ville avaient été retirées, empêchées de venir. Les gens qui, par exemple, amenaient des fusils très ouvertement 1 heure avant l'attentat étaient des gens qui étaient pris par, au fond, les témoins pour des gens de la protection du président, etc. Comme c'est un coup d'État, il faut savoir que, comme ça a été expliqué dans l'émission, il y a de faux agents, il y a de faux policiers, il y en a même des vrais d'ailleurs qui sont dans le coup aussi, etc. Ça fait que tout est verrouillé, si vous voulez. Ils ont la place pour eux, en quelque sorte. Mais ce que tu expliques assez bien dans ton documentaire, Jean-Marc, c'est que le Texas est un État dans l'État, et que de toute façon on fait strictement ce que l'on veut au Texas. Oui. Ce que j'expliquais surtout, c'était par rapport à l'autopsie. Je disais que le Texas a un statut en quelque sorte indépendant, un petit peu comme l'Écosse par rapport à l'Angleterre, qui peut la quitter quand elle en a envie, si elle fait un vote majoritaire. Le Texas a ce statut. Mais je dirais surtout le Texas, encore maintenant d'ailleurs, ça n'a pas tellement changé. Le Texas, il ne faut pas oublier, c'est le lieu où il y a le plus d'argent aux États-Unis. Les gens croient que c'est la Californie ou des coins comme ça, c'est pas vrai. C'est au Texas qu'il y a les plus grosses masses d'argent et de pouvoir d'argent. Donc ce documentaire réalisé au bout de 30 ans d'études, aux États-Unis, quand ça sort, ce genre de doc, quelles sont les réactions? Tout ça est sorti. Oui, justement, quelles ont été les réactions? À quelques petits détails près que j'avais découvert moi, mais qui sont vraiment des petits détails. Tout ce que j'explique dans l'émission et bien d'autres choses est largement publié aux États-Unis, dans d'excellents livres. Mais le problème aux États-Unis, c'est qu'il y a un conditionnement, je dirais, inconscient des foules. C'est-à-dire que, par exemple, les Américains croient encore que leur presse est libre, alors qu'elle l'est 10 fois moins qu'en Europe. Et déjà, je trouve qu'en Europe, elle l'est pas tant que ça. Mais aux États-Unis, c'est 10 fois moins. Mais elle a une apparence de liberté, mais qui n'est qu'une caricature. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, la presse est complètement contrôlée par des groupes financiers qui sont les mêmes groupes financiers qui contrôlent en même temps le gros de l'économie américaine. Donc il ne faut pas rêver, la presse dit que ce qu'on lui autorise à dire. Mais il y a en même temps tout de même l'avantage de pouvoir lire des archives officielles, quelques années après. En France, tout autant finalement. Oui? Oui, absolument. Au même point. Oh oui, je pense que c'est pas... Bon, en France, on n'a pas une loi qui dit vous êtes obligé de les publier au bout de 27 ans. Mais je dirais que finalement, par exemple, les historiens qui ont travaillé sur la guerre d'Algérie dans des bouquins récents dont on a parlé ces 2 dernières années, ont eu accès à des archives de aussi haut niveau que celles auxquelles on a accès aux États-Unis. C'est l'un des frères Kennedy, je ne me rappelle plus lequel, qui a gardé des bobines... Kennedy. Qui a gardé des bobines jusqu'à la fin. Et qui ne veut toujours pas les... Non. Et là, moi, je n'ai absolument pas les moyens financiers ou autres d'aller, faire le siège de Yannisport, la résidence des Kennedy, et de demander à Edward Kennedy s'il serait assez gentil pour me faire des copies de ces trucs. Par contre, des chercheurs américains, qui sont souvent des gens assez importants, c'est-à-dire qui ont des moyens financiers, qui ont souvent des appuis, des relations, enfin, qui sont bien placés dans le système, je dirais, n'ont pas plus réussi à le convaincre. Ça fait 30 ans. Absolu. Ça fait 30 ans que toi, tu réfléchis à cette affaire et que tu enquêtes. As-tu ébauché une hypothèse sur ce refus? Je dis, on ne peut que spéculer parce que, il faut dire quand même que Edward Kennedy est, je dirais, le moins intéressant des frères Kennedy. C'est-à-dire que c'est un homme qui est finalement, je dirais, d'une certaine manière, assez peu courageux, politiquement comme, je dirais, humainement. Il l'a prouvé dans le passé, avec l'affaire de Chappaquiddick, quand il avait laissé sa secrétaire se noyer après un accident de voiture, en ne prévenant que des heures après la police, ce qui a provoqué sa mort certaine. Et par la suite, il a eu beaucoup de lâcheté politique, et je dirais qu'il a eu aussi, je pense, des faiblesses humaines. C'est-à-dire que c'est un homme qui, de mon point de vue par rapport à la célébrité de sa famille et de ses autres frères, n'est pas très intéressant, même s'il occupe de hautes fonctions politiques. Là, il vient de remonter au créneau contre Bush il y a quelques jours. C'est un vieux cheval de retour, comme on dit. Et je dirais que donc je ne suis pas très surpris. Si c'est une question de peur, je dirais que des gens comme Robert Kennedy n'auraient pas eu peur de montrer ça. Par contre, un homme comme Edward Kennedy, je ne suis pas très surpris qu'il ait peur, si c'est bien cela, ou peut-être qu'il y a d'autres raisons qui nous échappent complètement, mais je n'en sais rien, honnêtement. Donc là, je suis dans une spéculation pure, disons.
Parce qu'il n'a rien dit là-dessus. Il a dit non, je ne livrerai pas ces archives. Et puis, on dirait de façon grossière, allez vous faire foutre, sans no comment. Peux-tu expliquer, pour toi et pour d'autres, pourquoi est-ce que Kennedy fait toujours autant couler d'encre alors qu'on connaît la vérité? Je dirais que c'est parce que pour moi, je vais répéter ce qu'ont dit beaucoup d'analystes et d'auteurs. Je pense que tout simplement les Kennedy sont la famille royale des États-Unis, comme il y a la famille royale d'Angleterre. D'accord. Je rappelle aux auditeurs que s'ils souhaitent poser une question à Jean-Marc Roder, le féliciter, en savoir plus sur le dossier, revenir sur un détail qui leur a échappé, le standard est ouvert, c'est le 08 92 23 95 20. N'hésitez surtout pas à lui poser des questions. Il est là avec nous après son documentaire à partir d'1h30 du matin. C'est un bel effort, donc si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. 08 92 23 95 20. Radio ici et maintenant 95.2. Nous sommes avec Jean-Marc Roder. Nous sommes mardi soir. Pour poser vos questions à Jean-Marc Roder, vous composez un numéro de téléphone, c'est le 08 92 23 95 20. Jean-Marc, tu as vu le documentaire de William Raymond juste après avoir enregistré cette émission, enfin dans la nuit plus exactement. Est-ce que tu as trouvé de grosses différences avec ce que toi tu avais appris, avec ce que tu savais? Alors là, je vais donner à la fois un point de vue technique et un point de vue de téléspectateur. Oui. Alors sur la partie du travail technique de William Raymond, rien à dire, parce que non seulement c'est le meilleur spécialiste français de Kennedy, mais je dirais que c'est un des 3 meilleurs spécialistes du monde dans ce domaine. D'accord, ça c'est clair. Mais donc là, il y a aucun problème. Je suis en phase à 999 pour 1000 avec lui. J'ai 1 millième de divergence. C'est très peu. Ça porte sur un tir, ça porte sur un homme de l'équipe de commandement radio et un étage d'immeuble. Tu vois que c'est vraiment très très mineur. Ouais. Voilà. Pour le reste, c'est 100% d'accord. D'accord. Alors par contre, là où j'ai une critique de téléspectateur, tout simplement, je suis pas un journaliste de télévision, donc ça n'a la valeur que d'une critique de téléspectateur, c'est que j'ai été très agacé par le montage qu'en a fait le réalisateur de Canal+. C'est-à-dire que pour quelle raison? Lorsque l'on a un des meilleurs spécialistes au monde de Kennedy, qui a poussé jusqu'à aller habiter définitivement à Dallas pour mieux enquêter, que William Raymond a introduit le réalisateur auprès des derniers survivants, dont certains sont des gens qui risquaient leur vie en parlant à la caméra. Et je pèse les choses. Certaines des personnes, pour ceux qui ont vu l'émission, qui parlent, vraiment risquent leur vie en le faisant, encore maintenant, et réellement. Je veux dire, lorsqu'on a des témoignages de cette qualité, de cette intensité, avec en plus l'épaulement d'un des meilleurs spécialistes du sujet, on pourrait peut-être ne pas le ramener à une histoire campagnarde locale de Dallas. C'est-à-dire quand on regarde la fin du reportage, pour les gens qui connaissent pas le dossier, puisque c'est quand même destiné à des gens qui a priori ne se sont pas intéressés à l'assassinat de Kennedy, ils ont l'impression qu'on a un espèce de plouc local solitaire qui est le vice-président, qui pense surtout à ses petits intérêts locaux texans de Dallas et qui aurait, avec 2 pelés 3 tondus, organisé un coup d'État aux États-Unis. Ce qui est complètement ridicule et ce qui n'est pas du tout ce que dit Raymond. Donc j'ai quand même une critique très forte à faire sur le montage et la réalisation de l'émission. Oui. Par contre, cette émission, puisqu'elle repasse en clair... Je sais pas si elle a été vendue clé en main à Canal+, cette émission, ou s'ils l'ont remontée. Ah, pas du tout, elle n'a pas été vendue clé en main. C'est pas ça du tout. D'accord. C'est un réalisateur qui a déjà réalisé pour Canal+, qui a convaincu William Raymond de l'introduire en quelque sorte sur les derniers témoins vivants de Kennedy, de l'assassinat de Kennedy. Et on a des témoignages extraordinaires pour ceux qui ont écouté l'émission de ce soir ou éventuellement qui auront la gentillesse de lire mon article. Dans l'émission de Canal+, c'est bouleversant. On voit par exemple le motard Argis qui a reçu la cervelle de Kennedy dans la figure. On voit le motard qui monte dans le School Book Depository 1 minute après les tirs et qui braque Oswald, pour lui demander ce qu'il fout là, des choses comme ça. Et ces hommes sont d'un âge canonique, probablement mourront dans les prochaines années. Donc c'est vraiment probablement une des dernières fois qu'on peut les interroger. Donc ça, c'est des documents humains d'une valeur extraordinaire pour l'histoire. Mais donc il faut voir cette émission, même si le propos est horriblement réductionniste, et puis on garde l'impression que c'est une petite affaire à la limite de village, quoi, quand on a fini l'émission, ce qui est dommage.
Donc cette émission sera rediffusée en clair ? Oh, je pense, parce que les autres chaînes vont le racheter dans les prochains mois. Canal+ a évidemment l'exclusivité en crypté, mais il est clair que cette émission, on la verra dans les prochains mois et années. Je suis sûr que les canaux, satellites comme Planète, etc., la reprendront forcément. Et c'est bizarre, tu n'as jamais pensé à toi-même faire ce genre d'émission ? Je suis pas du tout dans ce circuit, je n'ai pas du tout les contacts, et puis ce serait injuste, parce que je veux dire, William Raymond est un journaliste professionnel, un écrivain professionnel. C'est un homme qui a été rencontrer les témoins, qui a dépensé des millions dans ses enquêtes pendant des années. Je veux dire, c'est à ces gens-là d'écrire des bouquins et d'être les éléments centraux d'émissions de télévision. C'est pas un amateur comme moi, même si c'est un amateur passionné et très très sérieux sur l'affaire Kennedy, qui a consacré 30 ans, mais je veux dire, il est tout à fait normal que ça soit des hommes comme eux qui sont en avant, pas des gens comme moi. Est-ce que tu as l'impression, Jean-Marc, d'avoir oublié des choses ? Oublié, non, mais dans le dossier que tu as donné sur cette antenne, livré sur cette antenne. C'est pas une question d'oubli. C'est une question de possibilité. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé dans l'émission, c'est à la fois de faire un bon résumé de l'affaire qui est horriblement compliquée, comme vous avez pu le voir. Oui, au point de faire du seconde par seconde. Oui, mais en même temps, j'ai complètement laissé de côté, disons, 90% des éléments du dossier qui sont largement publiés, tout à fait connus, et où il n'y a pas de mystère, mais qui sont très très complets et qui entourent tout ça. Parce que ça, je veux dire, la moindre émission de télévision ou le moindre article de la presse qui actuellement pullule pour le 40e anniversaire de l'assassinat, le reprend, en parle en long, en large et en travers. Et d'ailleurs, même dans l'article que j'ai écrit pour Top Secret, j'ai bien précisé au début que de toute façon, il y aura énormément de choses qui ne seraient même pas abordées, parce qu'elles sont tout à fait publiques, largement publiées. C'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'était de donner ce qui a été peu connu ou carrément révélé. Tu as évidemment, Jean-Marc, suivi l'histoire des États-Unis concernant cette affaire, l'après-assassinat. À partir de quelle année, en gros, évidemment, est-ce que cette histoire d'attentat, de complot, a fait surface ? Pas le lendemain, j'imagine. Non. Alors, en fait, c'est le président Gerald Ford, après la démission de Nixon, donc en 1974, le président Gerald Ford a nommé une commission spéciale du Sénat pour rouvrir le dossier Kennedy, complètement. Et cette commission a été, je dirais, presque autant bridée que la commission Warren, parce que les gens qui avaient pris le pouvoir en 63 étaient de toute façon, même si c'est indirectement, toujours en place. Ils ont réussi de nouveau à étouffer l'affaire. Et la seule chose qui a pu conclure cette conclusion, c'est qu'il y avait eu complot, qu'il y avait eu plusieurs tireurs sans aller au-delà. Ce qui est un comble, étant donné qu'ils avaient tous les éléments en main. Ils auraient pu dire ce que je vous ai dit ce soir. Ils auraient pu donner le nom des tireurs, ils auraient pu donner l'orientation exacte des tirs, ils avaient tous les éléments nécessaires, mais ils n'ont pas eu le courage de le faire, donc ils ont eu une conclusion très floue en disant oui, il y a eu complot, c'est évident, c'était pas du tout un tireur unique, mais ils étaient peut-être 2, peut-être plus, on n'en sait rien, or qu'ils le savaient parfaitement. En fait. Donc c'est un peu mieux, mais c'est guère mieux. Est-ce qu'il te reste encore des choses à découvrir ? Ah, il y a plein de choses à découvrir. Mais qu'est-ce que tu peux découvrir encore qui ne serait pas trop ? Ce qui serait intéressant maintenant à découvrir, je dirais, pour les enquêteurs, peut-être pas pour moi, parce que là, je crois que ça dépasse mes moyens, parce que maintenant, il faudrait vraiment, par exemple, moi, ce serait plutôt, il faudrait que j'aille sur place, que j'aille vraiment, parce que plus on va dans les détails, plus ça coûte cher, je dirais, d'une certaine manière. Oui, bien sûr. Donc, je dirais, ce qui reste à découvrir, au niveau gouvernemental, je crois que les 900 000 documents disponibles ont tous été analysés jusqu'au bout, par des dizaines de gens à la perfection. Donc là, je pense que ça soit moi ou n'importe qui, on ne découvrira pas grand-chose de plus. Par contre, maintenant, il y a deux choses qu'il faudrait découvrir. C'est qui a pris la main après que ces gens aient vieilli, parce que ces gens n'ont pas lâché le pouvoir. Et moi, j'aimerais bien savoir qui leur a succédé. Effectivement, qui leur a succédé, qui a suivi ces affaires, ces affaires pétrolières ? Pas seulement, c'est un tout. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a encore bien sûr sur l'affaire Kennedy des détails, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y avait une centaine de personnes, mais sur les 100, on en a identifié, je dirais, une trentaine, allez. Donc il y a 70 personnes non identifiées, mais c'est des seconds couteaux, comme on dit dans les romans policiers. Mais ceci dit, si on veut vraiment compléter le dossier, je pense que dans les prochaines années, des hommes de détail c'est-à-dire ce que j'appelle de vrais historiens, peut-être trouveront les noms de tous les hommes qui étaient impliqués dans ce complot. Et puis ce fameux documentaire qui circule sous le manteau ?
Ah, le film de Beverly Oliver. Tout à fait, celui qui montre les palissades. Oui, plus exactement, le film qui n'a pas été truqué, parce qu'en fait, il ne montre... Bon, il est filmé avec un télé, donc une optique plus serrée que le film de Orville Nix, qui était à côté de Beverly Oliver, quelques 20 mètres plus loin, mais l'avantage de celui de Beverly Oliver, c'est qu'elle filme un peu plus, avec un cadrage plus serré, un peu plus téléobjectif, mais surtout, c'est que son film n'a pas été trafiqué. C'est surtout ça qui est intéressant. Comment peut-on avoir confiance en son gouvernement quand on voit ce genre de choses ? C'est assez incroyable. La manière dont tu démontes un coup d'État, fait au vu et au su de tout le monde, c'est... Les Américains ont confiance dans leur gouvernement parce que ils ne veulent même pas voir ce qu'on a dit ce soir. Je veux dire, ça c'est dans des dizaines de bouquins. Ces bouquins sont même en vente avec publicité, etc. par l'Office du tourisme de Dallas. C'est pour te dire à quel point c'est public. Hein. Mais les Américains, ceux qui ont vu le film d'Oliver Stone, se rappellent de la trahison du procureur Garrison par son principal collaborateur, qu'il le lâche à la fin. Parce que son collaborateur, qui était au cœur de l'enquête comme Jim Garrison, Oliver Stone le montre bien dans son film, ne peut pas admettre que son gouvernement est pourri à ce point-là. Eh bien, c'est ça, la réaction des Américains, ils ne veulent pas l'admettre. Et cette photo dans l'avion, assez incroyable, avec Johnson en train de sourire. Nous accueillons Jean. Jean, bonsoir. Jean ? Oui. Bonsoir, Jean. Bonsoir, oui. Tout d'abord... un grand merci au président de la radio et à ses collaborateurs et à monsieur Jean-Marc Roder. Vous pouvez m'appeler Jean-Marc, ce sera plus simple. Pour cette magistrale émission étonnante, bouleversante, émouvante, tous les ingrédients sont réunis pour vraiment réveiller en nous ce qu'il y a de plus noble et ce qu'il y a de plus révoltant aussi, bien sûr. C'est un coup d'État contre toute l'humanité. C'est sûr et certain. Et je voulais poser la question suivante. Concernant Marilyn Monroe, il a été dit que par le fait qu'elle était au courant de certaines confidences relatives aux contacts secrets entre certaines instances de l'armée, par exemple, avec des races extraterrestres, et que elle menaçait de révéler certaines choses, et que c'est sur ce point essentiel que la décision aurait été prise de l'assassiner. Et deuxième chose, il semblerait aussi que le président Kennedy a été assassiné pour les mêmes raisons, c'est qu'il pensait révéler aussi au peuple américain la réalité de la vie extraterrestre. Voilà, c'est les deux points sur lesquels je voulais poser des questions. Qu'est-ce qu'il en est de la relation entre l'assassinat et le phénomène extraterrestre? Jean-Marc? Ah oui, là, c'est très bien de soulever la chose. Alors, pour ce qui est de l'assassinat de Kennedy, certainement pas, dans la mesure où Kennedy a été un des 3 seuls présidents des États-Unis qui ait eu accès à la totalité des secrets dans ce domaine. Je dis bien à la totalité. C'est-à-dire, lui a couvert tout le premier cercle, il n'y avait aucun mystère pour lui. Ah oui. Et il n'y a eu que 3 présidents qui ont eu cet accès. Ah bon. Mais le premier était le président Eisenhower, le deuxième était le président Kennedy, et le troisième était le président Bush père, celui de 90-91. Alors attends Jean-Marc, pour améliorer notre compréhension de cette émission, comment sais-tu qu'il fait partie des 3 présidents qui ont eu accès au premier cercle? On le sait par des allusions indirectes de Kennedy et de son entourage. Je parle de son entourage service secret militaire, qui permettent de déduire de façon presque certaine qu'il connaissait tout dans ce domaine. Et d'autre part, Kennedy, on sait maintenant que Kennedy est un des 2 seuls présidents avec Bush qui ait visité des zones comme Groom Lake, etc. à fond. Et d'autorité, c'est-à-dire de force. D'accord. C'est-à-dire que Kennedy, il faut pas idéaliser Kennedy. Hein. Kennedy était un homme d'une très grande fermeté, qui pouvait être féroce quand il le fallait, mais au service de son pays. Par exemple, Kennedy, pour visiter des bases comme ça, c'est un homme qui venait éventuellement avec des hommes armés et qui disait je passe ou je casse. Mais c'est vrai qu'il y a comme ça. Hein. C'est vrai qu'il y a un sujet que tu as éludé dans ce dossier, Jean-Marc, c'est Marilyn Monroe. Alors Marilyn Monroe, est-ce qu'elle a une place vraiment au-delà de celui de la pin-up
dans l'histoire de Marilyn de Monroe JFK. n'était pas une pin-up. Marilyn Monroe était une femme. J'étais sûr que je te ferais réagir là-dessus. Extrêmement fragile, du point de vue psychologique, ça tout le monde le sait. C'était une femme très intelligente, extrêmement sensible, pas du tout l'idiote imbécile qu'on lui faisait jouer dans les films d'Hollywood. C'était une femme qui avait une mémoire d'éléphant et qui notait tout. C'est ce qui lui a coûté la vie, ce que notre auditeur a très bien soulevé. Alors pour ce qui est de Marilyn Monroe, je ne pense pas qu'elle aurait pu révéler grand-chose sur les problèmes extraterrestres, quoiqu'elle avait certainement quelques bribes et informations, mais c'est surtout qu'elle avait une suite sur des mois de confidences de Kennedy sur l'oreiller, qui portaient sur peut-être aussi des problèmes extraterrestres, mais surtout sur des problèmes de secrets politiques, etc., très importants, et qu'elle allait les révéler donc 3 jours après son assassinat. C'est Jean-Luc sur le chatroom de la radio qui nous dit que Marilyn Monroe serait un facteur de déstabilisation comme Monica Lewinsky l'a été pour Clinton. Non. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est le Secret Service, c'est-à-dire que les 2 hommes qui ont assassiné Marilyn Monroe en lui introduisant des barbituriques par voie anale, en dose massive, je précise 20 fois la dose des tubes vides qu'on a retrouvés sur sa table de nuit, pour rassurer les auditeurs, parce que c'est certainement pas ceux qui étaient sur sa table de nuit qu'elle a absorbé, surtout qu'elle n'avait pas de barbiturique dans l'estomac de toute façon. Donc on a fait une technique très classique de la CIA et des services secrets, qui a été utilisée très souvent, et qui était utilisée déjà dans les années 40 d'ailleurs, c'est-à-dire que quand on veut tuer quelqu'un par une drogue ou des barbituriques, sans laisser de traces dans l'estomac ou autre, on le fait par voie anale, tout simplement. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Marilyn, ça demande quelques minutes. Les hommes étaient 2, et ils sont venus exactement moins de 15 minutes après le départ de Robert Kennedy qui voulait récupérer ce carnet, le carnet de Marilyn. Et ça, tu le tiens d'où ? Bon, on le tient tout simplement des témoins et du rapport du shérif de Dallas et du rapport de sa gouvernante et du rapport de l'entourage et du rapport de Peter Lawford. Non, mais c'est important quand même de citer ces sources-là. Ce sont des dossiers assez chauds. Oui, et pour Marilyn, il n'y a pratiquement pas de mystère, si ce n'est le nom des 2 agents du Secret Service. On ne sait pas lesquels c'est, ça peut être n'importe lesquels, mais c'est le seul mystère. On reçoit des... Attends, je vais d'abord laisser Jean finir ses questions. Je commence à m'emballer. Non, je t'en prie, c'est Stéphane. Non, c'est Alexandre, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as reçu des menaces, Jean-Marc, en enquêtant sur ce genre de sujet ? Ben non, parce que moi je suis un illustre inconnu, je suis un amateur passionné, donc je suis pas... il faudrait plutôt demander ça à des auteurs comme William Raymond ou les enquêteurs américains, c'est eux qui peuvent recevoir des menaces. Jean, une dernière question avant qu'on passe à un autre auditeur ? Oui. Concernant tu vois, ça m'a passé la question. Concernant la mort du président, concernant la peur, de son frère. Bravo. Concernant la peur de son frère, est-ce que cette peur ne trouverait pas sa source dans le phénomène extraterrestre, justement? Je ne pense pas. C'est-à-dire que Merci, Jean. Non, parce que Edward Kennedy, il faut le savoir, Edward Kennedy est un homme qui ne sait rien. Il n'est pas dans les cercles secrets, même pas le 3e. C'est-à-dire que des gens comme John Fitzgerald Kennedy, dans une moindre mesure Robert Kennedy, ont eu accès à beaucoup de secrets, pas seulement concernant les extraterrestres, aussi des secrets d'État. Edward Kennedy n'a jamais eu accès à des secrets d'État, même comme sénateur, puisqu'il n'a même jamais pu être dans une commission de la défense. Parce que Edward Kennedy, il faut que vous le descendiez de son piédestal. Edward Kennedy est un homme qui est veule, qui est pas très intelligent, qui, pour tout dire, de mon point de vue, est un incapable, et simplement un obsédé sexuel incapable, pour résumer les choses. C'est-à-dire qu'il est à peu près aussi mauvais que ses frères étaient bons, en gros. Un homme sans intérêt. Et Robert Kennedy? Robert Kennedy, c'était un homme... Il a eu plusieurs années pour faire surgir la vérité. Oui, mais il était paralysé, parce que Robert Kennedy donc est resté 1 an comme Attorney General, ministre de la Justice, auprès de Johnson, qui l'a complètement paralysé d'ailleurs. Johnson a complètement paralysé Robert Kennedy, c'est-à-dire qu'il l'a mis dans un placard doré en quelque sorte. Et après, Robert Kennedy a bien vu que de toute façon, c'était pas la peine qu'il reste parce qu'il ferait rien. Et après, il était hors du circuit.
jusqu'au moment où il s'est représenté en 68 aux primaires, et il a gagné les primaires, et puis c'est là qu'il a été assassiné par une équipe spéciale de l'Office of Naval Intelligence, qui a utilisé donc d'une part un tueur, celui qui lui a tiré les 2 balles de 9 mm dans la tête qui ont été tirées derrière sa tête, et d'autre part, de l'autre côté de la table de la cuisine, il y avait Shiran Shiran, qui lui-même était un type qui avait été conditionné dans le centre de conditionnement psychologique spécial de l'US Navy de San Diego en Californie. Voilà la vérité, si vous voulez vraiment la vérité sur l'assassinat de Robert Kennedy. Et dans la pièce, vous aviez 4 agents de l'Office of Naval Intelligence qui contrôlaient leur sujet, et vous aviez 2 types qui étaient dans les équipes de tir de Dealey Plaza, qui étaient aussi dans la même cuisine. Ils apparaissent parfaitement sur les photos et les films. Voilà. C'est assez clair. Jean-Marc, nous avons Marie-Jeanne qui souhaite te poser une question. Oui. Marie-Jeanne, bonsoir. Oui, bonsoir. Eh bien, écoutez, je voudrais d'abord féliciter Jean-Marc. Je suis très émue. Je dois lui dire que j'écoute les émissions du mardi et il me passionne, il me rend intelligente. Je suis une petite bonne femme qui est pas très maligne, assez terre à terre. Et quand j'écoute les autres émissions, la dernière surtout, sur le gravitation et tout ça, et sur la physique... Alors avec Claude Poher. Oui, voilà. Ne pas confondre avec Jean-Marc Roder. Non, mais je pense à Jean-Marc. Oui. Je me trompe du sujet. Armes américaines, la suite. Hein, l'émission qui a eu lieu il y a quelques semaines. Oui. Et je voulais le féliciter déjà parce que vous êtes une personne fantastique, Jean-Marc. Tu es capable avec quelques mots, de nous montrer, avec 3 phrases et sans langue de bois, très peu de mots, de nous faire défiler une tonne d'images dans la tête et surtout de compréhension. Alors je pense aussi au niveau physique à quelqu'un qui n'y connaît rien comme moi, mais voyez, ce soir j'ai écouté l'émission parce que c'est pour un ami qui m'a demandé de lui enregistrer et ça m'intéressait pas du tout, je dois dire, Kennedy, ça ne m'intéressait pas. Et puis j'ai commencé à écouter comme ça, comme j'ai l'habitude d'écouter, de me coucher tard, et là je n'ai pas pu décoller et je suis complètement bouleversée de la beauté de ton émission, de tout ce que j'ai entendu. Je remercie Didier Depiège, Alex et tout le monde. Alex, et vraiment, je ne sais pas quoi faire pour le féliciter, Jean-Marc, parce que c'est absolument magnifique, magnifique. Elle est pourtant pleine de cervelle, son histoire. C'est un peu sanguinolente, non? Oui, mais c'est le talent qu'il a c'est la précision. Faire réfléchir chacun d'entre nous, même sur un sujet qu'il ne connaît absolument pas, ce qui est mon cas. D'ailleurs, je n'ai pas de question particulière à poser là, mais je veux vraiment le féliciter. C'est ce talent de faire surgir des images tout de suite dans la tête qui fabrique une compréhension. Oui, alors de quoi que ce soit qu'il parle. Je peux vous répondre là-dessus? Tout à fait, avec plaisir. Parce que en fait, pour ce qui est des émissions sur les secrets militaires, etc. Oui. Là, il faut quand même je précise une chose pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Oui. C'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup de mérite dans la mesure où, par exemple, quand je vulgarise, par exemple, les concepts d'électrodynamique, O3, ce genre de choses, en fait, le mérite revient tout à fait à tous ces gens, je pense à des gens comme Nodin, à des gens comme le groupe Quantum, qui ont fait un énorme travail de compilation, un énorme travail de synthèse. Oui, et moi, ce que je fais, c'est que je rajoute juste une petite étape de vulgarisation supplémentaire, ce qui est assez facile, en fait. Oui, mais alors vraiment la plus importante... Pour synthétiser un peu ça, quoi. Parce mais c'est pas... je reprends j'ai pas grand mérite, honnêtement. Je t'interromps, excuse-moi, mais la dernière émission, avec l'exemple du trépied... Oui, bien sûr. Mais tu vois, ça c'est un exemple qui montre, je peux pas l'expliquer, je serais incapable de le réexpliquer maintenant à quelqu'un, mais tu vois, ça, c'est un talent pour faire... Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris ce que tu expliquais à ce monsieur qui s'y connaissait en physique et je m'y connais absolument pas. Tu vois ? Non, mais ça, c'est même pas un grand talent, parce que en fait, c'est simplement parce que, en fait, comme il y a des gens qui, à chaque étape, synthétisent un peu mieux l'explication pour à chaque étape, oui. Moi, je prends la dernière, qui est la plus facile, franchement. Oui, tout à fait. Et donc, et qui d'ailleurs, je dirais, si je devais avoir un mérite et un remerciement, c'est que justement, bizarrement, c'est ces explications de vulgarisation, mais honnêtes, qui m'ont valu mes premiers mails d'injures sévères de la part de physiciens. Je ne citerai pas de nom pour pas les vexer, mais je peux dire que je reçois des mails très intéressants et extrêmement injurieux parfois. Ça, c'est assez intéressant. Mais comme on disait, tu sais, dans les cours d'école, ça doit encore se dire, quand quelqu'un injuriait bêtement, je répondrais, à ces personnes, je leur répondrai simplement, il n'y a que les vérités qui blessent. Exactement, c'est tout à fait ça. Mais vraiment, je te remercie du fond du cœur, et Didier Deplège aussi, et Alex, bien sûr.
Et alors j'avais une petite question au sujet de Top Secret, par contre, que je n'arrive pas à trouver en kiosque et j'en ai un peu marre de faire les kiosques. Oui, je comprends très bien. Est-ce que je rappelle demain au bureau? Beaucoup s'en plaignent, effectivement, mais Rock Salker nous disait à ce micro, il y a quelques semaines, il n'est pas suffisamment distribué, et donc il faut faire 4 kiosques pour en trouver un. Oui. Si je rappelle, Didier, ça changera pas grand-chose, le secrétariat de la radio n'y peut rien. Non, mais pour avoir les informations pour un abonnement. Ah. Oui, c'est ça. On me le dirait, ça? Ah, ben sûrement, oui. Ouais. Bah, je rappellerai demain aux heures de bureau. Très bien. Hors antenne. Ouais. Alexandre, oui, c'est moi. Tu me permets juste de faire une petite remarque, comme Rock n'est pas là, malheureusement. Oui, on peut dire ce qu'on veut sur lui, il n'est pas là. Il est dur ce soir. Non, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il faut savoir que Top Secret, comme beaucoup de jeunes magazines comme ça, qui choisissent de faire une information quand même ciblée, comme on dit, il faut savoir qu'en France, c'est très difficile de percer, parce que comme il y a un monopole de la distribution, bon, c'est comme ça peut avoir de bons côtés, mais ça a aussi de mauvais côtés, comme tout monopole, il se trouve que ces petits magazines sont terriblement défavorisés, parce qu'il y a une masse de titres tellement énorme à distribuer, que certains magazines, d'eux qui sont pas très signés et qui démarrent, sont très mal distribués. Donc, moi, ce que je voulais dire, si des gens aiment ce magazine, s'il vous plaît, abonnez-vous. Oui, c'est pour ça, j'appellerai demain. Alors, Marie-Jeanne, ce qu'on va faire, Marie-Jeanne, c'est que je vais laisser la place à un autre auditeur. Toi, pendant ce temps-là, tu vas prendre un stylo. Est-ce que j'ai le droit de poser encore une question une dernière. Parce que Jean-Marc, il disait souvent, là, dans le truc de ce soir, l'article. Et donc, ce qu'il nous a lu, c'est un article qu'il a écrit, qui est paru dans Top Secret? Tout à fait. Oui. Il y a combien de pages environ? Alors là, on a frappé très fort. Alors sans vouloir jeter de fleurs à Rock, parce que je serai jugé parti, je peux vous dire que comme vous aurez une avalanche de numéros spéciaux, d'articles spéciaux dans toute la presse française sur Kennedy, puis c'est le 40e anniversaire, je peux dire sans l'ombre d'un doute que le travail qu'a fait Rock, qui est un article de 16 à 18 pages, je ne me rappelle plus exactement, laisse, mais alors au tapis, tous les autres. Ça, je m'en doute. C'est-à-dire, comme on dit vulgairement, ils peuvent aller se coucher, là. Oui, tout à fait. Écoutez, merci beaucoup, Jean-Marc. Voilà, et Marie-Jeanne, et Alex. Marie-Jeanne, prends un stylo et on va te donner le moyen de t'abonner à Top Secret. Moi, je libère le standard pendant que Didier donne l'adresse. Merci, Marie-Jeanne. Au revoir. C'est le 08 92 23 95 20, 34 centimes la minute. 08 92 23 95 20. Ça y est, là, j'y vais, là? Ouais, c'est bon. Je peux y aller, là? Ouais. Elle a son crayon, t'es sûr? Parce qu'il est méritant, le Rock Salker. On va donc le promouvoir. Eden Édition, c'est le nom de sa boîte. Eden Édition, c'est l'éditeur de Top Secret. Et ce n'est pas en région parisienne. Notez bien. Rue Pierre et Marie Curie, numéro 8. Rue Pierre et Marie Curie. 38 600 à l'île Jourdain. L'île s'écrit ISL, l'île Jourdain. 32 600, l'île Jourdain, 8 rue Pierre et Marie Curie, Eden Édition. Et sinon, pour tous ceux qui voudront en savoir plus, il y a un site internet, c'est topsecret.fr. Je crois que c'est ça, voilà, c'est ça. Nous accueillons Gérard. Allô? Oui, Gérard, bonsoir. Bonsoir. Et au passage, juste avant l'intervention de Gérard, on doit s'excuser auprès de plusieurs dizaines de personnes qui, dans la première demi-heure, ont cherché à nous joindre. On avait apparemment un souci téléphonique. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Monsieur Roder. Bonsoir Gérard. Appelez-moi Jean-Marc, ce sera beaucoup plus simple. Bonsoir Jean-Marc. Alors félicitations pour votre exposé. J'aurais aimé savoir si c'est possible, d'avoir une cassette. Parce que... Alors là, alors ça c'est à Didier et CD Alexandre. MP3. Oui. C'est un CD-ROM au format MP3 qui peut être demandé à la station. Et voilà, c'est le même numéro dans la journée, de 10h à 19h. Donc 08 92 23 95 20. Le secrétariat c'est le choix 2, tandis que l'antenne c'est le choix 1. Et voilà, on peut se procurer cette émission et d'autres. On a droit à 3 émissions sur un seul CD. Je propose comme ça de faire un panaché, Roder du mois d'août, Roder Jean-Marc du mois d'octobre, et puis là Kennedy d'aujourd'hui, le tout sur un seul et même CD. La participation demandée est de 12 €. Pas de problème. Hors compris. Voilà, c'est facile. Je te laisse continuer Jean-Marc.
Oui. Gérard, c'est à toi. Merci. J'ai une toute petite question. Je ne sais pas si jamais elle cadre bien avec le sujet et avec ce qui a été traité, mais c'est concernant le fils Kennedy et la mort du fils Kennedy. Ah oui, John Jr., oui. Oui. Alors, là oui, je peux vous répondre. Alors vraiment vous rassurer, parce que vous avez vu que les enquêteurs qui enquêtent sur Kennedy sont quand même des gens minutieux, hein. Je pense à tous ceux qui publiaient des bouquins, etc. Alors pour John, vous vous doutez bien que toute la communauté des enquêteurs sur Kennedy, il y en a des dizaines, je parle de ceux qui sont sérieux, ont évidemment vérifié immédiatement s'il y avait anguille sous roche ou non. Alors c'est triste à dire, parce que c'était un homme extraordinaire, ce fils de Kennedy, il était vraiment un type bien. Je dirais, ça, d'une certaine manière, comme on dit très vulgairement, il a fait le con. C'est-à-dire qu'il venait de se faire retirer un plâtre. Il pilotait un nouvel avion bimoteur qu'il avait depuis quelques mois et qu'il ne maîtrisait pas, parce qu'il était finalement un très mauvais pilote. Il avait surtout piloté des ULM, il avait même réussi à se blesser en ULM, ce qui est pas peu dire. Et après, il avait piloté un avion à hélice monomoteur, et il était passé à un biptyro-propulseur, qui était un avion beaucoup trop sophistiqué pour lui et qu'il ne maîtrisait absolument pas, et il n'aurait jamais dû partir comme seul pilote dans l'avion avec les deux personnes qui l'accompagnaient. Et dans des conditions météo sans visibilité qu'il ne savait pas gérer, et c'est vraiment un accident, et il en est le seul responsable. Ah, d'accord. C'est triste à dire parce que c'est un homme que j'aimais beaucoup, pour qui j'avais beaucoup d'estime, parce qu'il était brillant, c'est un homme humain, un homme profond, et pas parce qu'il était le fils de John Fitzgerald Kennedy, mais en tant que tel, simplement en tant que lui-même. Et c'est très triste, c'est vraiment idiot qu'il soit mort comme ça, mais il en est le seul responsable. Ah bah d'accord. C'est dommage, comme on a l'imagination fertile, moi je pensais que c'était encore... Non, mais je comprenais qu'on puisse soupçonner, effectivement, surtout que comme il avait dit que de toute façon il se lancerait en politique à terme, on aurait pu imaginer qu'on l'élimine d'office. Voilà. Mais ça, je vous promets que c'est pas le cas, c'est vraiment un accident. Ah bah voilà. Mais sûr à 100%, pas à 99 ou 999 pour 1000, c'est 100%. Il n'y a aucun point d'ombre là-dessus. Ah bah je vous remercie. Mais c'est très triste quand même. Oui, c'est vrai, c'est triste. C'est bête surtout. C'est affligeant, on peut en éprouver que de la tristesse. Mais je vous remercie, je vais pas... Merci Gérard. Je vais téléphoner aux heures de bureau pour avoir le CD. Entre 10h et 19h, plutôt que les heures de bureau. Merci beaucoup. Merci à toi Gérard, au revoir. Au revoir et merci à vous. Au revoir. Bonsoir Gérard. Le standard est à nouveau libre, c'est le 08 92 23 95 20 pour intervenir sur cette antenne. Posez vos questions à Jean-Marc Roder qui répondra exceptionnellement cette nuit. Il intervient après la diffusion de cette émission exceptionnelle sur John Fitzgerald Kennedy. Oui, et comme nous ne sommes pas préoccupés de commerce comme des radios généralistes et publicitaires, sachez que dans la deuxième moitié de la nuit, nous allons diffuser le Jean-Marc Roder du mois d'août, c'est-à-dire les technologies secrètes, les 3 cercles du secret, etc., dans sa version de 2h30. Voilà, donc si vous voulez des émissions sur CD, ROM, au format MP3, c'est pour le plaisir de posséder, d'archiver, mais cela dit, les émissions, on les diffuse et rediffuse gentiment, généreusement, sans se préoccuper de profit commercial. Nous accueillons Eddy. Eddy, bonsoir. Bonsoir, et je suis ému, excusez-moi. Je voulais dire que Jean-Marc, il a tout à fait raison. Et je tiens à dire que j'ai vu une émission la 5e. J'ai vu que Kennedy était troublé par ce qui s'est passé. Il avait, j'en suis sûr, découvert des choses secrètes qu'il ne devait pas savoir. T'es toujours avec nous ? Oui. Non, mais je voulais voir si monsieur avait terminé ce qu'il voulait dire. Je vois pas du tout le... Est-ce que monsieur est toujours là ? Le brider dans son expression, au contraire. Non, mais Eddy nous a prévenu, il est ému. Eddy ? Eddy, es-tu avec nous encore ? Non. Enfin, même s'il a raccroché, c'est pas grave, on peut lui répondre. Oui. D'abord, Eddy, merci de nous appeler, c'est très gentil. Et je pense que si j'ai bien compris, Alexandre, tu m'arrêtes parce que j'ai peut-être mal interprété sa question. Je pense qu'il faisait de nouveau allusion à des secrets de type OVNI, etc.
Et là, bon, je peux me tromper complètement, je ne donne là chacun, justement, c'est très bien, les personnes qui sont avec nous ce soir, qui nous appellent, expriment leur truc. Ce que je vais leur dire a la même valeur que ce qu'elles expriment, ou ni plus ni moins. C'est-à-dire que je suis comme eux. Moi, mon feeling, comme on dit, c'est que je pense que les secrets que connaissait Kennedy dans ce domaine n'ont eu aucune influence sur son assassinat. C'est des paramètres beaucoup plus argent, pétrole et politique qui ont joué, à mon avis. Et parce que Kennedy, de toute façon, était un homme très responsable, c'est-à-dire qu'il faut savoir que je suis certain que Kennedy n'avait aucunement l'intention de révéler ces secrets-là, ou de les faire révéler. Oui, un homme très responsable, on a pu voir son comportement pendant la crise des missiles de Cuba, où il a tenu tête à son état-major et à son armée, avec une prestance complètement incroyable, alors qu'il avait tous les militaires contre lui qui souhaitaient lancer cette guerre contre les Russes. Très bien repris d'ailleurs, nous allons accueillir Jackie dans quelques secondes. Je fais la promo de ce film depuis 2 semaines, mais c'est très bien repris dans 13 jours, tout à fait. Qui est alors 13 jours, je peux rappeler, Alexandre ? Oui. Je peux rappeler que 13 jours, ce qui est, en plus d'être un film remarquable avec des acteurs remarquables, il faut savoir que 13 jours, c'est mot à mot les enregistrements du Conseil national de sécurité et de la Maison Blanche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot romancé rajouté. Peut-être les entretiens à l'extérieur de la Maison Blanche. Oui, non mais je parle dans les réunions. Dans les réunions, c'est du mot à mot. C'est de l'histoire à l'état pur et d'une exactitude absolue qui a impressionné même les historiens les plus difficiles, c'est pas peu dire. Un très joli film qui est passé inaperçu, mais qui est passionnant en plus. Oui, à louer d'urgence, si je peux me permettre. Oui, tout à fait. Nous accueillons Jackie. Jackie, bonsoir. Oui, bonsoir, bon, j'ai écouté l'exposé depuis le début, très intéressant. Je vais poser une question à Jean-Marc Roder. Il a dit que dans les années 30, il y a eu la création du FBI par Edgar Hoover, je crois, non ? Oui. Moi, j'avais entendu dire que le FBI avait été créé à la fin du 19e par le neveu de Napoléon III, un Bonaparte qui était naturalisé américain, et c'est lui qui avait mis en place cette police américaine sur le modèle de la police française de l'époque, de la police scientifique. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que la police, si tu veux, la police américaine en tant que telle, a été une police fédérale, j'entends, a été effectivement mise en place à la fin du 19e siècle, tu as tout à fait raison. Par contre, le FBI, c'est-à-dire Federal Bureau of Investigation, est effectivement créé par Hoover dans les années 30. Alors quand je dis dans les années 30, là, corrigez-moi tout de suite, puisque Alexandre sait que j'ai une mémoire épouvantablement mauvaise des chiffres, donc si j'ai pas de notes devant moi, je suis complètement cuit. Je sais pas si c'est 31, 32 ou 35. J'ai pas de connaissances. Par contre, la structure appelée Federal Bureau of Investigation est effectivement créée par Hoover, ça c'est sûr. Alors, je pose une question à Marc Roder. Vous n'êtes jamais intervenu sur une autre radio pour vos exposés ? Pardon ? Vous n'êtes jamais intervenu sur une autre radio ? Ah non. Non, on a un contrat exclusif. Ah d'accord. Alors, je vais poser une question là pour en conclusion. Est-ce que ce qui s'est passé le 11 septembre 2001, c'est pas à peu près du même ordre ? Est-ce que il n'y aura pas Jean-Marc Roder va faire dans quelques années un exposé très précis là-dessus? Eh bien, tu ne crois pas si bien dire, Jean-Marc va te répondre. Merci beaucoup, Jackie. Merci. Le standard est à nouveau libre. Merci. Alors je te réponds, c'est-à-dire que en fait, pour le 11 septembre, pour le moment j'en suis au début, comme tout le monde, il y a des tas de gens qui enquêtent. Alors ce qui est très intéressant, c'est que maintenant il y a beaucoup de gens qui ont enquêté sur Kennedy, des grands enquêteurs qui commencent à s'intéresser au 11 septembre. Alors comme ces gens ont déjà une grande expérience et une grande rigueur, ça nous donnera peut-être enfin des enquêtes crédibles, disons, là-dessus. Suivez mon regard. Je pense à une flopée de livres qui paraissent en Allemagne ces derniers temps, qui sont, disons, peu crédibles, disons-le. Et moi j'en suis au tout début, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses, où il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses, mais je ne peux pas l'interpréter. C'est pour ça qu'à la fin de l'émission, j'ai dit, il se pourrait que, à vous de réfléchir. Moi, je suis comme vous, je suis en train de réfléchir. Voilà. Oui, il y a une des choses que tu apprécies le plus, Jean-Marc, c'est de donner, plutôt que de dire aux gens, voilà, ce que j'ai dit, c'est la vérité, tu donnes les sites internet, tu donnes les dossiers, le nom des dossiers qui t'ont servi à créer, c'est la moindre des choses. À créer ton documentaire, et tu leur dis, à vous de réfléchir, à vous de prendre les mêmes infos que moi et d'en arriver à vos conclusions. Voilà, tout à fait. Oui, c'est ce que tu fais assez souvent. Nous accueillons Patrick qui souhaite te poser une question. Patrick, bonsoir. Oui, bonsoir messieurs. Bonsoir Patrick. Voilà, j'étais particulièrement intéressé par le côté français de l'assassinat. Ah oui. Et
Donc j'aurais voulu vous poser une question etc., oui. Au sujet du dénommé Max. Oui. Donc en fait, j'aurais voulu vous proposer un nom. Oui. Et comme vous pouvez pas me dire. Ah si, je peux dire oui ou non. Voilà, c'est ça. Vous pouvez me dire si c'est pas lui, quoi. Hein. Donc j'aurais voulu vous proposer le nom de Alain de la Tocquenay. Touché, coulé. Vous avez de bons baumes pour les brûlures au 3e degré? Les baumes de tigre. Alors là, il y a un problème à ce niveau-là. C'est parce que, en fait, Alain de la Tocquenay, qui a participé à l'attentat du Petit Clamart. Oui, exact. Était incarcéré à l'époque à l'époque de l'attentat. Je n'ai pas dit oui, j'ai dit brûlure au 3e degré. Parce que j'ai pas compris. Ben, ça veut dire comme quand on dit on chauffe, on brûle, etc. On brûle au 3e degré. Attendez, que ça soit clair, je vous ai dit, si vous me donnez le nom, je vous dis oui. Par contre, si vous me donnez quelque chose qui est très approchant de la solution, je vous dis vous brûlez. Voilà, pour être clair. D'accord. C'est-à-dire qu'Alain de la Tocquenay, effectivement, était en tôle à l'époque de Dallas. Oui. Qu'il y a eu beaucoup d'erreurs d'interprétation, que William Raymond, d'ailleurs c'est pas moi, c'est lui. Oui. William Raymond a tout démonté dans ce domaine, c'est-à-dire qu'il a montré que certaines personnes de l'OS qu'on associait au truc de Dallas n'avaient rien à voir, mais travaillaient en fait pour les services secrets français. D'accord, oui. Parce qu'ils avaient repéré dans les équipes de tireurs des gens de l'OS, et donc les surveillaient de près, d'où la présence de certaines personnes, faussement de l'OS, mais travaillant pour la France, à Dallas ce jour-là, qu'on a cru être des comploteurs et qui ne l'étaient pas. Oui. Mais comme Meyers, etc. Voilà, exactement. Et alors là, moi, j'en parle pas dans l'article parce que comme William Raymond vient de sortir un bouquin là-dessus où il reprend ces informations, JFK, le dernier témoin, j'aurais été dégueulasse de lui couper l'herbe sous les pieds. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Alors, parce que lui a dépensé de l'argent que moi je n'ai jamais dépensé, donc je pense qu'il mérite quand même que son bouquin lui rapporte un peu, pour être franc. Voilà. Parce il s'est vraiment ruiné pour ses enquêtes, donc il mérite quand même de rentrer dans ses frais. Je suis très concret, mais je veux dire, c'est une question de justice, quoi, rendue. Mais ceci dit, j'aurais pu en parler aussi, mais enfin, ça je le laisse, puisque c'est lui qui a fait le boulot. Bon. Quelle droiture? Non, c'est pas de la droiture, c'est le respect respect humain de base, quoi, je veux dire. Et alors, par contre, pour ce qui est donc de Max, en fait, je pense que la plupart des gens, même par les sites internet, etc., trouveront assez rapidement son nom. Simplement, comme les gens de son entourage, familial ou non d'ailleurs, ont toujours été très clairs là-dessus. Si jamais vous le mentionnez, on vous fonce dessus, vous voyez, en gros, judiciairement. Donc on ne le mentionne pas, puis c'est tout. Les Américains eux-mêmes ne le mentionnent pas d'ailleurs. Il donne son nom de guerre, mais vous inquiétez pas, parce que de toute façon, même si on avait son vrai nom, ça n'a rien de spectaculaire, c'est pas un militaire connu, très connu, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Ceci dit, il a été très très proche, ça je peux vous le dire, de commando du Petit Clamart, c'est pour ça que je dis vous brûlez. Mais avant le Petit Clamart, c'est-à-dire qu'il a eu des contacts, moi je vous donne les dates, cherchez entre 58, je dirais mi-58 et fin 59. Vous regardez ce qu'ont fait 3 des protagonistes du Petit Clamart qui ont été en contact avec ce Max. Très bien. Je vous ça remercie. donne un bon indice. Et puis merci de votre émission. Merci à toi et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Le standard est toujours ouvert. Vous posez vos questions à Jean-Marc Roder au 08 92 23 95 20, 34 centimes la minute, 08 92 23 95 20. Jean-Marc Roder qui est en notre compagnie depuis 1h30 du matin, heure de la fin de la diffusion de ce documentaire concernant l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Vous avez appris des choses, nous aussi, et vous souhaitez poser des questions ou en savoir plus. Jean-Marc Roder est là pour répondre à vos questions. D'ailleurs, le téléphone sonne. Oui, Jean-Marc Roder, pas trop fatigué? Ça va? On est en forme? Un peu forme? du tout, pleine forme. Bien. Sur le chatroom, des questions se posent. Est-ce que le prochain dossier de Jean-Marc Roder serait le 11 septembre? Non, pas du tout. C'est-à-dire que je répondrai pour les personnes qui n'ont pas écouté notre émission, tu sais, sur les prototypes allemands, là. La Deuxième Guerre mondiale, où il y avait eu, je sais plus comment était venue une allusion au septembre, où j'avais expliqué, ça me prendra 3 ans, ça me prendra 10 ans, ça me prendra 30 ans. Je pense pas que je vivrai aussi vieux que pour pas consacrer 30 ans, mais enfin, je veux dire, ça prendra le temps que ça prend, mais c'est pas du tout mûr. J'en suis vraiment au truc préliminaire, j'ai quelques bons documents photos
qui permettent déjà de démolir énormément de choses qui ont été affirmées sur le Pentagone, de façon certaine. J'ai des choses comme ça, mais je n'ai aucune piste prouvée qui puisse parler soit dans la direction d'un complot, soit dans la direction que ça aurait été uniquement un truc terroriste, comme on l'a dit, soit dans d'autres directions. J'en suis pas encore là, quoi. Voilà. Donc il ne serait pas question d'en parler parce que ce serait irresponsable, ce serait manquer de respect aux victimes, ce serait aussi troubler les gens d'une façon malhonnête. Et donc là, sur une affaire aussi grave, c'est comme pour Kennedy, vraiment, il faut être sûr de ce qu'on dit pour le dire, parce que là, ça implique le deuil de beaucoup de familles. Je veux dire, par exemple, si je me plante complètement sur des ovnis allemands ou sur des trucs capturés à Groom-Lake, c'est pas bien grave, hein, je veux dire, ça n'implique que des objets, et puis je serai simplement le dindon de la farce dans l'histoire. Par contre, lorsqu'on a des victimes, et nombreuses, je crois que vis-à-vis de leur famille, ça doit être terrible chaque fois qu'ils entendent, pour parler crûment, des conneries. Donc là, on a un devoir de vérité qui est très très strict, comme pour Kennedy. Donc il n'est pas question que je publie un article sur le 11 septembre. Non, le prochain article, je peux le dire, ce sera un complément qui est promis dans le premier, c'est-à-dire comme il n'y avait pas de place, il y a quand même un énorme mystère Lee Harvey Oswald. Je veux dire que on sait très bien que Lee Harvey Oswald était un espion, probablement faisait partie d'un programme où on prenait des enfants dès le plus jeune âge pour en faire de futurs espions et agents. C'est un programme qui est peu connu, dont je parle dans l'article, et avait en plus un jumeau qui a été élevé en même temps que lui. Pas un jumeau biologique, mais quelqu'un qui lui ressemblait, qui a grandi dans la même ville du New Jersey, et on a des éléments très intéressants là-dessus. Donc c'était un homme qui était dès le départ préparé pour être utilisé comme agent avec le gouvernement dès son enfance ou plus tard son adolescence, et qui a été sacrifié par les comploteurs pour leur coup d'État, mais en fait ils avaient un outil tout prêt en quelque sorte. Ça c'est le mystère Oswald, que je détaillerai dans le prochain article. Oui, ça me rappelle le film où ce jeune garçon est élevé dans une ville imaginaire dont j'ai totalement oublié le nom. Oui, c'est un peu ce film. Ne fais pas rebondir, nous avons un auditeur à l'attente. Oui. Nous accueillons Jean-Marie. Oui, bonsoir. Bonjour Jean-Marie. Bonsoir Didier, bonsoir Alexandre, et bonsoir Jean-Marc. Je te félicite pour ton exposé, mais je vais pas en rajouter puisque je crois que tu as été comblé d'éloges. Par contre, moi j'ai regardé aussi le reportage de Canal+ 90 minutes. Oui. Et je pense que il est intéressant aussi de voir, parce qu'ils le disent, et ils le disent vers la fin. Ils disent qu'aujourd'hui il y a des témoins qui veulent pas parler. Ils disent une phrase qui est assez énorme, quoi, qui est révélatrice, c'est que parce qu'ils veulent pas parler parce que actuellement c'est encore le clan texan qui est au pouvoir. Absolument. Et donc là-dessus, moi j'aurais bien aimé si tu as des infos un peu là-dessus pour savoir, parce que moi je pense que cette histoire Kennedy, et pourquoi tout à l'heure Alexandre nous demandait pourquoi ça passionnait, on en parle, je pense que c'est parce que ça dénonce tellement, comment dire, la dictature fasciste qui a au centre de cette démocratie que sont les États-Unis, et qui a toujours été là, sous-jacente. Dernièrement, elle est revenue au pouvoir parce que c'est quand même un mini coup d'État, ce qui s'est quand même passé avec Bush, parce que les élections ont été truquées. Et donc aujourd'hui, il y a encore des gens c'est encore le camp texan qui est au pouvoir et donc qui maîtrise cette histoire et qui est encore capable de nuire gravement. Et là-dessus, j'aurais bien aimé savoir si tu pouvais nous donner des infos sur les gens qui sont encore agissants actuellement au pouvoir, même si la famille Bush il serait pas vu qu'elle est quand même c'est une famille texane, il serait pas dans les secrets. Oui. Alors justement, ce que tu as dit est très important. Là, t'as soulevé à la radio. Marie, je te remercie parce que tu as soulevé un truc formidable, c'est qu'effectivement dans ce reportage de Canal+, on voit certains des témoins et ça se voit à l'écran qui sont tétanisés de peur intérieurement, même s'ils essayent de faire bonne figure. Et là, comme RIM dans ses émissions du mardi a souvent parlé de ces problèmes de pouvoirs occultes, etc., dans ce reportage, là, on les voit dans leurs effets. C'est-à-dire quand on voit que des gens comme ça, dont certains ne sont quand même pas les premiers venus, ont une peur bleue, c'est le cas de le dire, 40 ans après un coup d'État, ont encore peur d'être zigouillés, et c'est pas de la paranoïa, et ça se voit, je dis en soi, c'est aussi une signature de ces pouvoirs occultes. C'est en quelque sorte, la bête monte le bout de son oreille, là. Et alors quand tu dis un pouvoir texan, je dirais oui et non. Les Texans peuvent avoir
pas mal de pouvoir parce qu'ils sont les plus riches. Je veux dire que c'est vrai que les hommes d'affaires parmi les plus riches beaucoup sont exempts, mais il n'y a pas que eux. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de Boston, de New York, de la côte Est. Hein. Mais si tu veux, ce que tu soulèves est tout à fait exact, c'est-à-dire que c'est ce que je disais, tu sais, tout à l'heure à la fin de l'émission, là sur Kennedy, c'est qu'au fond, malgré les mises à la retraite, etc., ces gens ont des successeurs, il y a une transmission en quelque sorte de leur pouvoir, et moi je suis convaincu qu'ils sont toujours en place, et je dirais même qu'ils le sont encore plus qu'après le renversement de Kennedy. C'est-à-dire que, pour moi, il est évident que depuis l'an 2000 ou 2001-2002, on voit à l'évidence que leur pouvoir a augmenté. C'est-à-dire que maintenant, ils ne se cachent même plus, d'une certaine manière. Bon, George Bush est de toute façon un simple représentant de commerce franchisé, disons, de ces gens-là. Mais on voit bien que ces gens agissent de plus en plus ouvertement, ça semble évident, quand on regarde l'actualité ou même le journal de 20h30. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Vous posez vos questions à Jean-Marc Roder en composant un numéro de téléphone, le 08 92 23 95 20.